Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Le Spot. Ici, on met en lumière la culture, l'art et l'information. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec ma fidèle équipe. J'espère que tout le monde va bien. Au programme aujourd'hui, Humbeline nous parlera spectacle et art de la scène avec la compagnie Alagos. Laura, danseuse de cette compagnie, nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et nous parlera de sa profession. Georges, lui, toujours au courant des nouvelles tendances, nous fera un bref récap de la mode dans le domaine musical et continuera avec son jeu Bling Bling ou pas Bling Bling. On parlera ensuite chaussures avec Sixtine qui nous rejoindra sur le plateau, une jeune auto-entrepreneuse dans le domaine de la customisation de sneakers. Et pour finir, Jeanne nous présentera son coup de cœur musical de la semaine dans sa chronique. On commence donc sans plus tarder avec Humbeline, notre première chroniqueuse. Je te laisse mettre le spot sur le spectacle du moment. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un style de danse qu'on connaît à peu près tous, mais on ne connaît pas forcément les origines. Si je vous dis cabaret, ça vous fait penser à quoi ? Moi, direct, Moulin Rouge. Ouais. Moi, je dirais le French Cancan. Tout à fait. Je vais vous parler de French Cancan. Alors au 19e siècle, les couples dansaient ce qu'on appelait le coin-coin, autrement dit le cancan. Et la particularité de cette danse, c'était de montrer les froufrous des femmes dissimulées sous leurs longues et lourdes robes. Et ce cancan s'est fait une place dans le monde du cabaret grâce à Céleste Mogador, la star du bal Mabille. Et depuis le 19e siècle, cette danse est vraiment basée sur des acrobaties, de la souplesse. Et encore aujourd'hui, c'est encore ça. Et c'est vraiment très physique. À l'époque, c'était synonyme de liberté. Aujourd'hui, c'est synonyme de fête, de spectacle. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a pas été créé par les Français, le cancan qu'on connaît aujourd'hui, mais par un Anglais, le producteur Charles Morton, qui nous a créé ça, d'où le nom French Cancan. Pour ce qui est du costume, alors selon les troupes, selon les compagnies, ça varie un peu, mais la base reste toujours la même. D'ailleurs, Laura nous a ramené un exemple gentiment que je vais vous montrer tout de suite. Donc on garde toujours un bustier comme ceci. Je te laisse regarder. On a toujours une jupe à froufrou, assez conséquent. Je te laisse regarder, Manon. Ouais, c'est de la bonne qualité. Hein. Hop. Ah, c'est lourd. Ça se voit. Ouais. Une culotte à froufrou également. Regardez. Une jarretière. Hop là. Et des bottes, toujours les mêmes. Voilà. Hop là. Okay. Donc dans la plupart des cabarets, on retrouve toujours un French Cancan dans leur spectacle, que ce soit des célèbres cabarets parisiens comme le Moulin Rouge, comme tu disais tout à l'heure, Paradis Latin ou encore des cabarets itinérants en France. C'est d'ailleurs le cas de la compagnie Alagos, donc une compagnie vendéenne qui se produit en France depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, vous les avez peut-être vus au Château d'Angers en déambulation pendant les fêtes de fin d'année, au Sable d'Olonne ou encore à Rennes. Et cette compagnie a été créée en 2013 au Boupère en Vendée. Elle est composée d'une quinzaine d'artistes, danseurs, acrobates, jongleurs, combattants, cavaliers, comédiens ou encore échassiers. Voilà, c'est vraiment très complet. Et ils proposent différents spectacles, mais leur marque de fabrique reste toujours l'univers fantastique. Et donc on retrouve quoi concrètement dans leur spectacle ? Ils proposent une grande diversité de spectacles. Ils sont capables de passer d'un spectacle des Mille et une nuits à un conte médiéval fantastique en passant par Tortuga, l'île mythique des pirates, sans oublier bien évidemment le French Cancan. Merci Humbeline. Laura, tu fais partie de la compagnie Alagos. Oui. Toi, tu es danseuse depuis 19 ans maintenant et tu exerces avec la compagnie Alagos depuis 2018. Au départ, c'était surtout pour des dates en période hivernale, mais vu que la compagnie a pris de l'ampleur, tu te produis avec eux maintenant sur toute l'année. Comment est-ce que tu as commencé à travailler avec eux et qu'est-ce qui t'a motivé à faire partie de cette compagnie ? En fait, j'ai découvert la compagnie Alagos complètement par hasard. Je suis allée voir un de leurs spectacles lors d'un marché de Noël en 2015 et je suis complètement tombée amoureuse de l'univers, tout ça. C'était justement le spectacle Salam sur l'univers, un peu des Mille et une nuits, tout ça, éclairé au flambeau, tout ça, les costumes chatoyants, la musique, c'était vraiment incroyable. Et par le plus grand des hasards, en fait, j'ai été contactée par la responsable de cette compagnie, Émilie Michelon, pour intégrer leur équipe pour leur nouvelle création. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais déjà en contrat avec une autre compagnie. Mais heureusement, elle m'a recontactée l'année suivante et depuis, c'est devenu ma compagnie principale. Voilà. Et donc toi, quel rôle tu exerces au sein de la compagnie ? Alors, en fait, on a un peu deux rôles dans la compagnie. On a notre rôle sur scène, donc là où on est danseuse, je fais des échasses, de l'aérien, un peu de feu, tout ça. On a pas mal de disciplines à mettre en scène. Et on a aussi le rôle plus en coulisses, où on s'occupe chacun de petites choses. Moi, je m'occupe de la partie costumerie avec Émilie. Donc, notamment, on a fait nous-mêmes les robes de cancan. Tous les costumes sont imaginés par Émilie, donc c'est hyper intéressant comme travail aussi.
Et vous vous produisez à quelle échelle? Tu parlais des marchés de Noël, etc. Mais vous vous déplacez dans toute la France, j'imagine? Ouais, on peut se déplacer dans toute la France, même à l'étranger si on est appelé. Donc nous, on n'a pas trop de limites. Après, c'est aux clients de nous appeler, mais on peut se déplacer partout en France et même à l'étranger. Et quelles sont tes activités à toi, à côté de la compagnie? Qu'est-ce que tu fais en parallèle? Alors, comme je l'ai dit, Alagos, c'est ma compagnie principale, mais je fais aussi partie d'une autre compagnie, Olala Cabaret, ainsi que Acros Company. Donc, Acros Company, c'est aussi une école, un centre de formation pour les disciplines aériennes. Donc, c'est super intéressant parce que ça fait un vrai complément par rapport à ma partie artistique. Et à côté de ça, je fais aussi beaucoup de photos en tant que modèle parce que ça me permet de créer des personnages en fait en dehors de la scène et de les mettre en scène avec des costumes, des décors, tout ça. C'est vraiment une bonne manière de tout compléter, je trouve. Ok, et tu penses rester longtemps au sein de la compagnie, enfin continuer dans ce domaine-là Ouais, je pense, parce que c'est vrai que sur scène, je pourrais peut-être pas y faire ma carrière parce qu'à un moment donné, le corps me dira stop. Mais je pense qu'avec tout ce qu'on peut faire en costumerie, il y a moyen de continuer quand même ma carrière là-bas. Et puis pourquoi pas en tant que répétitrice, où il y aura toujours des moyens de trouver comment évoluer. D'accord, je te remercie Laura d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est vrai qu'on peut retrouver du coup la compagnie Alagos en déambulation le 9 avril à Oyonnax, le 21 mai à Clisson et on peut également vous retrouver à la fête médiévale de Guérande en juin prochain. Exactement. En parlant de fête médiévale, c'est cette semaine que nous sommes allés à la rencontre d'une toute autre association qui met à l'honneur l'escrime artistique et historique, c'est l'association Spata. Un reportage de Violette Bruno, Amélie Brossard, Jeanne Brochard et Humbeline Anota Marquet. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une pratique artistique mettant en scène le combat et l'art du spectacle. Et c'est avec Spata, une association d'escrime historique basée en Vendée, que nous allons voyager à travers le temps. Alors la discipline consiste à faire des combats historiques chorégraphiés. Donc en gros, on se base sur deux choses particulières, c'est-à-dire les AMHE, donc les arts martiaux historiques européens. Donc c'est l'étude des traités historiques faits par des maîtres d'armes datant du Moyen-Âge, de la Renaissance et de l'époque moderne. Et le deuxième axe, c'est en faire des combats chorégraphiés comme on peut voir dans le cinéma ou dans le spectacle. Nous avons choisi le nom Spata parce que Spata, ça signifie en latin épée. Le combat historique, une discipline jusqu'alors présente au cinéma, débarque sur le petit écran. Des courts-métrages aux adaptations de jeux vidéo, il y en a pour tous les goûts. Et on essaye de produire un gros projet par an. On en a déjà créé 3. Le premier Insidiae, le deuxième Templar et le troisième Tuez-les tous. Et on était en train de préparer le quatrième qui s'appelait Ancestors. Et on a dû reporter à cause du Covid. Plus qu'un simple métier, c'est une passion. C'est le cas de Cléo Pasquier, danseuse de flamenco et combattante. De faire partie de cette association, ça m'apporte beaucoup de choses, forcément de l'expérience, de la technique. Enfin, j'apprends énormément de choses d'un point de vue historique. Le message que j'aime, que j'essaie de faire passer, c'est que déjà on n'a pas besoin d'être hyper fort ou hyper musclé pour faire de l'escrime. Il faut juste être déterminé, être passionné, avoir envie de prendre plaisir et de se lancer dans l'aventure. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'incroyable dès qu'on y goûte. Donc voilà, j'essaie tout le temps de trouver un petit créneau pour taper sur les gars. Merci à l'association Spata que l'on peut retrouver le 30 avril et le 1er mai en représentation à Montpellier. Un reportage qui nous montre que derrière chaque forme d'art se cache beaucoup d'entraînement et de travail. Sixtine, qui nous a rejoint sur le plateau, cache elle aussi derrière chaque paire de chaussures qu'elle customise beaucoup d'entraînement et de travail. Si c'est trop compliqué pour vous de trouver chaussures à votre pied, Sixtine vous en fait sur mesure. Alors Sixtine, tu as commencé ton activité en 2019 à domicile pendant le confinement. Depuis, ton activité s'est développée et tu as décidé d'utiliser les locaux qui te servaient de bar pour les dédier entièrement à ton atelier et à la customisation. Ça n'a pas été trop dur pour toi de commencer en période de confinement chez toi ? Eh bien, pas vraiment, parce que en fait, la première customisation que j'ai fait, c'était sur une de mes paires. Et je l'ai postée sur les réseaux sociaux, donc sur TikTok, sur Instagram, et j'ai eu de plus en plus de demandes. Et pendant le confinement, tout le monde était sur Internet et le business par les réseaux et sur Internet a explosé. Donc vraiment, c'était le moment en fait pour commencer justement, à travailler. Ouais, voilà, exactement. Ok. Et donc en général, une customisation, ça te prend combien de temps ?
Alors ça va dépendre de ce qui est demandé. Il y a des customs qui peuvent me prendre une demi-journée, comme j'ai eu des customs qui m'ont pris une semaine. En moyenne, c'est 2 à 3 jours pour une custom quand même, mais ça va dépendre si c'est en couleur, en noir et blanc, de la complexité de la chose. C'est comme pour un tatouage. Est-ce que tu as déjà eu des demandes un peu particulières pour un client original, spécial ou un événement particulier? Alors, j'ai eu une demande d'un client spécial que je n'ai pas réalisé. Je devais faire une customisation sur un gilet jaune avec le portrait du pape François dessus. Et après, pour un événement, en octobre, il y a la Galerie Sakura à Paris qui fait une exposition du coup, de sneakers customisés et je suis convoitée du coup, à faire une paire pour l'exposer là-bas. Et donc, tu fais pas uniquement de la customisation sur chaussures, tu fais d'autres types de supports. Exactement. Je fais sur du textile, donc tote bag, bob, veste en jean, aussi sur des ballons, ballons de basket, ballons de volley. J'ai fait sur des échiquiers, enfin partout où je peux peindre, je le fais. D'accord. Et c'est vrai que la sneaker, c'est quand même une pièce qui est assez tendance dans la mode actuelle. Est-ce que tu penses, et la customisation aussi d'ailleurs est très en vogue, est-ce que tu penses qu'un jour ce business peut s'essouffler ou que la clientèle va évoluer, changer? Est-ce que ça va t'impacter toi? Alors, je pense pas, étant donné que la sneaker, c'est tout ce qui entoure la sneakers est bien présent et en expansion depuis bientôt 10-20 ans. Et je pense que ça va bien continuer. Et les gens demandent de plus en plus à avoir des objets personnalisés. Donc là, c'est le combo des deux et je pense pas que c'est prêt à s'arrêter. Eh bien, merci infiniment Sixtine de nous avoir montré ton travail et ton univers. Avec plaisir. Comme je l'ai dit, les sneakers sont des pièces importantes dans la mode actuelle. Georges, toi, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les tendances vestimentaires musicales du moment avec ta chronique? Avec plaisir. Alors, rock, hip-hop, classique, il est maintenant difficile de dissocier style vestimentaire et tendance musicale. Les chanteurs et les rappeurs participent aux plus grands défilés et collaborent avec les plus grandes marques et les plus grands couturiers. Esprit Noir, le rappeur parisien que vous connaissez peut-être, est devenu égérie Cartier en 2019. Il avait d'ailleurs annoncé sur son Twitter du quartier à quartier, il n'y a qu'un C qui nous sépare. Depuis, il a été égérie pour Lacoste, pour Kenzo et actuellement, il est égérie pour Hugo Boss. On a aussi Seth Gecko qui, début 2022, a défilé pour la marque Egon Lab. Vous avez peut-être vu ça passer, il était vêtu d'un long manteau noir et il avait un turéféraire ou un encensoir, comme vous voulez. C'était des tons très sombres et un aspect très catholique et ça a divisé beaucoup les internautes. On a à l'inverse un nouveau style de rap qui s'est imposé dans le monde du rap et dans le monde musical en général. Est-ce que vous connaissez la drill? Ouais, un peu, j'en ai entendu parler, mais Ouais. un peu... Est-ce que vous savez littéralement qu'est-ce que ça veut dire drill en anglais? Alors ça, par contre, aucune idée. Drill en Non anglais, plus. ça veut dire meurtre. Donc bon, Ok. vous voyez dans quel univers on plonge. C'est un univers très sombre, avec des tons noirs, les visages cachés par des cagoules ou par des masques. Et avec les réseaux, vous savez, avec les réseaux maintenant, on a du mal à dissocier le vrai du faux. Il y a des couturiers qui se font contrefaire sur des sites comme AliExpress, Wish et d'autres sites de contrefaçon que vous connaissez certainement. Donc c'est pour ça que je vous ai préparé un petit jeu qui s'appelle Bling Bling ou pas Bling Bling, où vous devrez deviner si c'est du luxe ou pas du luxe. Vous allez marquer, je vais vous distribuer des petites pancartes. Donc voilà, voici vos pancartes. Merci. 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 Donc quand vous pensez, je vais vous montrer 5 articles en tout. Et quand vous pensez que c'est du luxe, vous allez devoir me mettre Bling Bling. Quand vous pensez que c'est pas du luxe, vous allez devoir me dire pas Bling Bling. Ok. À chaque fois que vous avez raison, vous marquez un point. Et à la fin, la personne qui gagne, elle repartira avec un selfie à mes côtés. Voilà. Donc, première pièce. Bah alors là, vue d'office. Ouais, en vrai, ouais. Mais bling, Moi, je mets pas bling bling. Ok. Non, mais dans le sens où ça peut facilement être du toc. Ouais, ça fait trop, mais bon. C'est un peu trop. Après, bon, Moi, je pense que c'est bling bling. ouais, ça m'étonnerait pour de la contrefaçon qu'il fasse autant. C'était sur AliExpress, une montre à 10,21 €. Donc voilà, Christine, tu n'as pas raison, Jeanne, tu n'as pas raison. Manon, tu prends un point. Ça fait 1 à 0,0. Deuxième pièce. Moi, je suis sûre que c'est bling bling. Ouais, moi Ouais. aussi. Vous êtes sûr? Ouais. Pas de débat. Non, c'est sûr. Effectivement, c'était une collaboration entre Crocs et C'est Balenciaga. tellement spécial que c'était 495 forcément... €. Elle est sortie il y a pas longtemps. Combien non Oui, c'est ça, Ouais. 495 €. Ah La ouais. paire s'appelle Madame. Collaboration du coup Crocs Balenciaga. Ouais, je suis sûre que je la connais. Donc voilà, du coup vous marquez tout un point. Donc vous êtes genre Manon qui passe à 2 points, Jeanne 1 point, Sixtine 1 point. Rien n'est joué, ne vous inquiétez pas. J'y crois. Troisième pièce.
Quelle horreur. Quelle Je suis erreur. d'accord. Je mettrais pas bling bling. Je trouve qu'il n'a pas trop de sens. Ça, c'est du Gucci, ça. Moi, je suis grave d'accord. Je pense que c'est bling bling. Bling bling, Ouais. c'était effectivement un pull Dior à 2500 €. Bon, d'accord. Du coup, on est sur une égalité Oui, parfaite. deux partout. Ok, donc la 4e pièce. Pas bling bling. Ça, c'est du... La cagoule en soi, elle pourrait être bling bling, mais la photo, ça la met pas en valeur. Enfin, ça pourrait pas être une pièce de luxe. Ouais, Ouais. c'est Balenciaga Je ne ou donne Asos, aucun quoi. indice. Ouais, c'est ça. Soit l'un, soit l'autre. C'est soit l'un, soit l'autre. Pas bling bling. Ouais, Ouais, non, pas Ouais, bling non. bling. On est sur 3 pas bling bling. Mm. C'était une cagoule Prada à 350 €. Un masque de ski, si vous préférez. Du coup, on est dans le thème drill, ton sombre, etc. Cagoule D'accord. masqué, etc. Ok. Ok, bah du coup, vous êtes à égalité. Égalité Ouais. parfaite. Ouais. 3 points chacune. Ouais. Donc là, ça va être un peu différent. Je vais vous montrer une pièce. Vous allez devoir deviner le juste prix. La personne qui se rapprochera le plus du vrai prix remporte 3 points. Ok. Ok? Ouais. Vous pouvez ranger vos pancartes. J'en aurai plus besoin. Oh, c'est bon. Ah ben ça, c'est... Hop. Ne donnez pas l'indice si vous connaissez. Ok. Je dirais 3000. 3000 €. Vas-y, t'as dit combien? je sais pas, j'aurais dit genre 1490, un bail comme Moi, ça, je mais dis- je crois que Ouais. c'est plus cher que Je ça. crois dit 30 000. 30 000. Ouais. Oh, non, 15 000, je dirais, ouais. Ah, bah, Plutôt. Ouais, en vrai, non. Est-ce que tu veux changer, Manon? Tu peux Je changer dis, si tu veux. non, je dis 5000. 5 000. Moi, 30 000. Donc on est à 30 000, 25 000 15 15 000. 15 000, ouais. et 5 000. 5 000. On est sur un sac Hermès, le Ouais, Birkin ouais, Himalaya ouais, en ouais. peau de crocodile à 311 550 €. C'est un des sacs les plus chers du monde. Ok. Donc voilà, donc Déjà j'étais très 30 loin. 000, j'étais... Ouais, Mais j'ai Mais c'est gagné. Jeanne qui gagne, Oui. effectivement. Donc voilà, félicitations. Merci. Tu as le droit de Je ton suis- selfie à mes côtés. Je suis honorée. Bah regarde, on va le prendre tout de suite. Je te donne ça à la fin de l'émission. Pas de souci. Merci Georges pour ce moment. Avec plaisir. C'est vrai que les styles vestimentaires ont leur importance dans le domaine musical, mais également dans le domaine de la danse. Classique, hip-hop ou latine, chaque tenue vestimentaire de danse nous permet de nous identifier à ces dernières. Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser sur le monde de la danse urbaine avec les studios de danse de Diversity Groove Dance à Angers. Un reportage de Violette Bruno et Manon Algabori. Nous nous retrouvons aujourd'hui au studio Diversity Groove Dance, une école de danse urbaine qui a ouvert ses portes il y a maintenant 2 ans. Accessibilité et diversité sont les principales valeurs de cette école. Je m'appelle Tony, j'ai 27 ans et je suis professeur de danse, chorégraphe et danseur pro dans un groupe qu'on appelle The Rockies. Je suis devenu prof de danse parce que pour moi c'était une évidence. Être prof de danse, ça fait partie de la transmission, de partager son savoir, de partager sa culture, de pouvoir donner une émotion en fait aux personnes. Quand moi les personnes viennent dans mon cours, je veux vraiment du coup qu'elles puissent se sentir à l'aise. Alors l'ambiance de mes cours c'est simple, c'est le feu, c'est la bonne vibe, on vient pour transpirer, moi j'aime beaucoup ça, je suis quelqu'un de très énergique. Donc je veux vraiment que les gens puissent ressentir ça dans mes cours. Des histoires différentes, mais à la fois similaires, ces adhérentes de Diversity vont vous parler de leur expérience avec la danse. Je pratique la danse depuis l'âge de 5 ans. Je suis quelqu'un de très timide. J'étais introvertie comme jamais, je parlais pas du tout au collège. Moi, la danse, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir aux personnes. Diversity, je me retrouve dans un environnement où je suis pas en stress, où je me sens chez moi et je profite juste. J'ai commencé la danse à l'âge de 5 ans, du contemporain, du classique, un peu de modern jazz et c'est vraiment cette année que j'ai découvert l'univers de la danse urbaine avec Diversity. Pour moi, la danse, c'est une passion depuis toujours. C'est les premiers jeux entre guillemets que j'ai fait chez moi, c'était m'enfermer dans ma chambre, mettre la musique, danser. Enfin, chaque musique, tout de suite, ça me transporte, ça me défoule. Tout le monde s'encourage, c'est hyper bienveillant, il y a différents niveaux, des personnes qui viennent de différents milieux, qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas le même passif et c'est hyper enrichissant. On sait que quand on vient en cours, on va ressortir avec des petites étoiles dans les yeux, donc c'est chouette. J'ai commencé la danse à l'âge de 13 ans. La danse dans la vie, ce que ça m'a apporté, c'est surtout de la confiance en moi et un lâcher-prise aussi. C'est-à-dire que quand je viens à Diversity, je viens faire un cours, j'oublie tous mes problèmes. Je lâche prise, c'est des moments de partage aussi. Tu regardes aussi les gens, tu apprends des gens et tu apprends énormément de choses en venant à un cours.
Merci à l'équipe de Diversity Groove Dance. Vous pouvez les retrouver lors de leur gala le 11 juin 2022 à Angers ou tout simplement aller faire des séances de découverte directement au studio Diversity Groove Dance à Angers. C'est un reportage très intéressant qui nous a donné envie de bouger au rythme de la musique. La musique, elle l'a dans la peau. Jeanne, je te laisse nous présenter ton coup de cœur musical de la semaine. Avec plaisir. Alors, cette semaine dans la note, en effet, maintenant, je vais vous parler de mon coup de cœur musical. C'est un groupe, en fait, qu'on a découvert il y a quelques semaines et qu'on a eu la chance d'enregistrer. Et j'en ai profité à ce moment-là pour leur poser quelques questions. Donc, ce groupe, il s'appelle Désert Désir. Il est composé donc de Louis à la batterie, Théo à la guitare, Adrien à la basse et Erwan en tant que chanteur. Donc, ils se sont rencontrés, en fait, au collège. Erwan était nouveau dans l'établissement à ce moment-là et avait entendu dire qu'un groupe recherchait un chanteur. Et c'est à ce moment-là que Zone a été créée. Zone? Oui, parce qu'en fait... Désert Désir? Alors si, mais en fait Zone c'était le premier nom du groupe. Okay. Donc en fait ce groupe il était plus inspiré par le rock. Mais en fait en grandissant les garçons ils ont évolué, leurs goûts musicaux ont évolué. Ils se sont plus du coup dirigés vers la pop, un peu plus disco, un peu plus funk. Sensuel aussi je pense. Exactement, c'est ça. Et donc du coup, Zone, c'est fini, ça c'était le collège. Et là, on passe à Désert Désir. Alors du coup, il a fallu recréer tout un univers. Et en fait, c'est en écrivant et en composant leur musique que cet univers, il est né. Et donc cet univers plus rétro, où, comme tu disais, Georges, la sensualité et l'amour sont très présents. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, qu'il s'appelle Désert Désir. Alors déjà... parce que les 4 garçons voulaient 2 mots pour le nom du groupe, mais aussi parce qu'ils voulaient vraiment que cette notion de sensualité soit présente sur le nom du groupe. Et donc Désert Désir sonnait très bien et illustrait en fait parfaitement le contenu en fait de leur chanson. Et donc quand ils écrivent Désert Désir, ils s'inspirent donc déjà des émotions partagées au sein du groupe, mais aussi à l'extérieur, donc c'est-à-dire dans leur vie respective. Et Désert Désir aime parler d'amour, de passion, de sensualité, etc. Et d'ailleurs, une de leurs musiques, je ne sais pas si vous la connaissez, on les avait vues il y a quelques semaines, ils l'avaient faite. Elle s'appelle Amour, Amour. Oui. Donc là, je pense qu'on ne peut pas faire plus explicite dans ce qu'ils cherchent à transmettre. Et donc du coup, le groupe s'inspire donc de la pop moderne internationale, comme La Femme ou L'Impératrice. Et aussi a une grosse influence des années 80, comme les Bee Gees. Moi, ça m'a aussi fait penser à Indochine. Exactement. Pour le côté plus électro, en fait, on retrouve un peu Indochine, en effet. Et donc, leurs objectifs, c'est de créer, créer et encore créer sans se mettre de barrière musicale ni même artistique. Et ce que j'ai bien compris, en tout cas, en discutant avec eux, c'est que c'était vraiment la scène qui les faisait vibrer et que c'était ça qui les motivait le plus. Mais du coup, est-ce qu'on peut les retrouver sur scène Alors, bien sûr, si vous souhaitez découvrir davantage ce groupe plein d'ambition, riche en références, rempli d'énergie et qui souhaite juste transmettre du kiff et de l'amour, vous pouvez les retrouver en concert à Rennes le 31 mars au festival Indécence ou encore à Cholet le 30 avril au festival Rancarte. Ils ont aussi, bien sûr, un compte Instagram et Facebook et un site web. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toute leur musique sur toutes les plateformes de streaming. Merci Jeanne de nous avoir fait découvrir ton coup de cœur. C'est vrai qu'on était ravis de les accueillir sur ce plateau il y a quelques semaines de cela. Et on vous encourage à aller les voir en concert. Merci à Sixtine et à Laura d'avoir été présentes avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Merci à toute l'équipe du Spot. Merci à vous qui nous regardez, qui nous suivez chaque semaine. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Spot. À très vite. Quand la foule et le bruit se confondent et s'élancent, je me prie en d'air et le silence à côté. Je reste à tomber. Les néons s'y